Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les magistrats, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres des juridictions financières et au-delà, Madame Duflot, chère Esther Duflot, Madame la prix Nobel d'économie, il me revient de dire quelques mots d'introduction comme président de l'association MAMA. Cette association existe depuis 3 ans. MAMA, ça veut dire monde d'après, monde d'avant. C'est une association de membres de juridictions financières qui ont une certaine conception de l'action publique, un certain nombre de convictions assez fortes, et nous fonctionnons de 3 manières différentes. D'une part, nous organisons des conférences, jamais avec une invitée aussi prestigieuse, mais ça ne cesse de croître. L'avant-dernier invité, c'était le premier président, donc on s'interroge sur le suivant. Et nous avions inauguré ce cycle par une conférence avec Philippe Péraguion et Gaël Giraud sur la pertinence ou non d'annuler la dette publique. Et depuis, nous avons fait une dizaine de conférences. Nous travaillons aussi avec un certain nombre de collectifs de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, sens du service public, nos services publics, le LIER, un cœur public, et nous nous réunissons régulièrement et nous produisons un certain nombre de notes. Avant de céder la parole au Premier Président et vous indiquer le déroulé, je voudrais remercier Marie Lajus qui nous a permis votre présence, remercier les services de la Cour, aussi bien au niveau de la communication, de la logistique, du secrétariat général qui ont été particulièrement impliqués, remercier le Premier Président pour sa présence parmi nous, d'autant plus qu'il revient de New York, où vous savez que la Cour a un mandat important. Nous allons donc procéder de la manière suivante. Le Premier Président va vous dire quelques mots. Ensuite, nous avons un jeu de questions-réponses avec Cyril, Adam et Marie-Laure qui sont tétanisés sur scène, mais qui vont totalement y arriver. Et Esther Duflot qui répondra. Puis après, on aura un temps d'échange avec la salle et au-delà de la salle sur quelques questions, puisque nous sommes quelques dizaines, voire centaines présents par visioconférence. Voilà très rapidement les quelques mots que je souhaitais dire. Et encore merci à toutes et à tous. Et je laisse la parole au Premier Président. Merci. Madame la professeure, je vais passer sur vos titres et qualités qui sont nombreux, chère Esther Duflot. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence aujourd'hui dans cette grande chambre. Vous voyez, la grande chambre, madame, c'est là où nous avons un peu nos séances solennelles, nos événements les plus importants. Aussi en ligne pour cette conférence débat sur l'expérimentation et la mesure d'impact que la Cour des comptes organise en partenariat avec l'association MAMA. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence débat car j'attache une importance particulière à l'évaluation des politiques publiques qui est désormais au cœur des missions de la Cour des comptes et ce n'est qu'un début. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Je sais qu'il y a de très nombreuses personnes inscrites car il y a plusieurs centaines déjà dans cette salle. Cher Vincent, il y en a plusieurs centaines aussi qui sont en visio. Bienvenue donc à chacun et chacune d'entre elles. Je tiens en particulier à remercier moi aussi Marie Lajus. Je sais que vous deux, vous avez été notamment des élèves de Daniel Cohen, qui reste cher à mon cœur comme au vôtre. Et vous avez joué un rôle précieux, chère Marie, pour convaincre Madame Duflot de venir parmi nous, mais surtout, c'est vous que je veux remercier, chère Esther Duflot. Je n'ai pas besoin de présenter votre travail qui est très connu. Vous avez en 2 décennies contribué à révolutionner l'économie du développement, qui est maintenant un champ florissant de la recherche, grâce à une nouvelle approche basée sur l'expérience. Vous êtes reconnu pour avoir utilisé des méthodes expérimentales, des essais contrôlés et randomisés, dans le but d'évaluer l'efficacité des politiques publiques et des programmes de développement. Et cela a été bien sûr récompensé en 2019 par le prix Nobel d'économie que vous partagez avec Abhijit Banerjee et Michael Kramer. Et au-delà de la recherche, vous êtes aussi une enseignante engagée, une auteure prolifique. Vous êtes aussi cofondatrice du Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, le JPAL, et un réseau mondial de chercheurs, nous en parlions, qui travaillent sur l'étude d'impact et l'évolution d'impact des politiques d'intervention sociale.
Bien sûr, le monde, ses problématiques, ses problèmes plutôt font partie intégrante de votre vie, de votre champ de recherche, mais votre activité en France n'a pas cessé pour autant. Depuis 2022, nous pouvons suivre vos enseignements au Collège de France. Vous êtes titulaire de la chaire Pauvreté et politique publique. En janvier dernier, vous avez été aussi élu à l'unanimité par le conseil d'administration de la Paris School of Economics pour présider à la suite de Daniel Cohen celle-ci. Votre mandat de 5 ans à la tête de PSE consolidera sans aucun doute la place de l'institution qui est déjà au premier rang des départements d'économie en Europe et au 6e dans le monde. Au nom de l'ensemble des participants, je vous remercie vraiment très chaleureusement de prendre ce temps aujourd'hui pour partager avec nous votre vision de l'expérimentation, de la mesure d'impact, plus globalement de l'évaluation de nos politiques publiques, et c'est une joie pour la Cour de vous accueillir. Et je tiens également à remercier enfin l'association pour la co-organisation de cette conférence débat. Je sais que c'est une association de magistrats financiers très engagée dans le débat citoyen, la réflexion sur les politiques publiques, et je tiens à profiter de cette occasion pour en saluer les membres. J'ai déjà salué Marie Lajusse, mais je salue bien sûr Vincent Feltès, qui en est le pilier historique pour leur investissement et la préparation de cet événement. Nous avons cette chance de pouvoir échanger aujourd'hui avec Esther Duflo sur les méthodes et les politiques publiques qui font l'objet de ces travaux. Un spectre très large: la lutte contre la pauvreté, la santé, l'éducation, l'inclusion financière, la transition écologique, la gouvernance, j'en passe. Et donc, c'est une opportunité formidable d'échanger sur les pratiques d'enquête et d'évaluation employées par les chercheurs et les institutions de contrôle, et pour tenter d'y découvrir des sources d'inspiration mutuelle, voire de véritables synergies. Alors, vous n'êtes pas là uniquement par amitié pour certaines ou certains, vous n'êtes pas là non plus par hasard, parce que, somme toute, la Cour des comptes est une institution qui attache, et j'y attache, une importance particulière à l'évaluation des politiques publiques. Pour moi, c'est une conviction personnelle de très longue date, dans une vie antérieure, très lointaine. J'ai été, en 1990, le premier secrétaire général du premier comité interministériel pour l'évaluation des politiques publiques, qui avait été créé par Michel Rocard. Et alors que les crises économiques, sociales, j'étais au commissariat au plan à l'époque, alors les crises économiques, sociales, sanitaires, environnementales, géopolitiques se succèdent, alors que l'action publique se complexifie, tout en devant faire face à de nouveaux défis, il me paraît essentiel pour les citoyens et les décideurs publics d'avoir accès à des sources d'information, d'analyse, de propositions indépendantes, impartiales et capables de nourrir le débat public. Évaluer une politique publique, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est porter cette appréciation impartiale et neutre, justement, sur ses objectifs, sur sa mise en œuvre, sur ses conséquences sur la société et sur l'environnement. L'évaluation des politiques publiques est une démarche de transparence, une démarche de compréhension, que je crois à même de restaurer une certaine confiance dans l'action publique. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que la Cour des comptes se positionne de manière particulière, pas seulement la Cour des comptes, les juridictions financières, puisque, par exemple, j'ai fait inscrire dans la loi, avec l'approbation de Mme Gourault, la capacité pour nos chambres régionales des comptes dans les régions de mener des évaluations de politique publique locale, n'est-ce pas, madame? Et donc, nous avons quand même un positionnement assez singulier. Nous sommes à la fois un praticien de l'évaluation, mais aussi nous sommes les coordinateurs d'un écosystème institutionnel scientifique qui commence à se mettre en place. L'évaluation, j'ai cité 1990, mais enfin, c'était vraiment des balbutiements. Ça se développe rapidement en France depuis les années 2000, et elle est soutenue par un réseau très riche d'évaluateurs, outre les juridictions financières. On y trouve des services comme France Stratégie, qui joue un rôle tout à fait clé, des directions ministérielles, des laboratoires académiques, des services d'inspection, des collectivités territoriales, des sociétés de conseil, des fédérations professionnelles, des think tanks, des associations, bref, une myriade d'acteurs. Mais au sein de cet écosystème, nous, les juridictions financières, nous entendons jouer pleinement notre rôle. Pourquoi? Parce que d'abord, il est défini par la Constitution, qui nous confère une responsabilité particulière d'évaluation des politiques publiques. Et dès ma nomination ici, à la tête de la Cour des comptes, en juin 2020, j'ai souhaité impulser une importante montée en puissance de l'évaluation des politiques publiques dans les juridictions financières. J'ai fixé un objectif qui est d'atteindre 20% de notre capital temps consacré à l'évaluation des politiques publiques en 2025, avec la publication d'une douzaine d'évaluations de politiques publiques chaque année. Alors, il y a une montée en charge qui est déjà incontestable. 3% de nos ressources étaient en 2020 employées à cet exercice, c'est désormais 12%.
c'est une multiplication par 4 en 3 ans. Je veux avouer ici toutefois que j'aimerais qu'on aille encore plus vite. Si j'ai un petit motif, non pas d'insatisfaction, mais de frustration par rapport parfois sur ce projet JF 2025, c'est que je trouve que sur l'évaluation, il y a encore des résistances, je ne dirais pas des réticences, mais enfin, ça ne va pas assez vite et assez loin. Pour concilier cet objectif et l'exigence de qualité scientifique, car il ne s'agit pas de faire du chiffre, bien sûr, nous déployons en interne des formations, des guides pour diffuser les outils quantitatifs et qualitatifs les plus robustes, l'économétrie, les sondages, les focus group, etc. Et nous pouvons en particulier compter sur une équipe d'une quinzaine de data scientists dont les compétences apportent beaucoup aux juridictions financières. Par ailleurs, nous entretenons une collaboration de plus en plus étroite avec des chercheurs et des experts externes, car il est clair qu'une évaluation, ce n'est pas un contrôle, c'est autre chose. Ça suppose, comme fois, de s'inscrire dans un ensemble plus vaste. Nous avons développé des conventions de recherche et partenariat avec le CNRS, avec l'Institut des politiques publiques, IBP, avec le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, le LIEP, ou encore des universités locales pour les évaluations de politiques publiques locales. Et cette ouverture à la recherche, à l'expertise externe, m'apparaît essentielle. Et c'est pourquoi nous accueillons depuis 2022 des doctorants, 6 à ce jour, dans le cadre de l'expérimentation des thèses dites COFRA, les conventions de formation par la recherche en administration. Qu'en est-il de nos méthodes? Nos évaluations se distinguent par leur approche holistique, qui va au-delà de l'analyse des seuls impacts de la politique évaluée. Elles englobent aussi ses objectifs, sa mise en œuvre. Elles couvrent des aspects tels que la gestion, le budget, la gouvernance. C'est normal pour nous. Notre approche se distingue également par le croisement systématique d'outils quantitatifs et qualitatifs. Ça nous permet non seulement de quantifier les impacts des politiques publiques, mais aussi de les expliquer en profondeur, de formuler des analyses plus riches et des recommandations toujours plus saillantes. Et notre recours aux outils quantitatifs d'évaluation se fait de plus en plus à la façon des papers académiques que vous connaissez parfaitement, bien mieux que moi. Je pense par exemple au modèle économétrique Logit que nous avons utilisé dans notre évaluation des prêts garantis par l'État. Nous parlions tous les deux du quoi qu'il en coûte, ça en faisait partie, ou encore la régression sur discontinuité que nous avons utilisée pour évaluer l'octroi de mer, rapport que j'ai eu à présenter outre-mer à La Réunion. Tout le monde n'en a pas été convaincu, mais néanmoins, je me suis bien battu. Grâce à leur indépendance institutionnelle, à leurs compétences techniques avancées, à leur accès privilégié à des données riches, car nous avons accès à tout de même, les juridictions financières doivent jouer un rôle de premier plan dans l'avancement des évaluations des politiques publiques en France. Cette ambition ne signifie en aucun cas une volonté de se substituer aux autres acteurs de l'évaluation, bien au contraire. Je crois que c'est vraiment un champ dans lequel personne ne peut être hégémonique, naturellement. Comme nous sommes dans la Constitution, nous revendiquons une forme de leadership, mais chaque année, nous organisons un séminaire d'évaluation qui réunit les principaux évaluateurs institutionnels et académiques de ce secteur, sous la houlette d'Adam Baïs, qui vient de France Stratégie, qui pilote tout ça ici, pour favoriser un échange fructueux sur les programmes de travail de chacun et mieux articuler les travaux à venir. Après avoir dit quelques mots sur l'évaluation, les données, les outils quantitatifs, je vais terminer sur une note peut-être un peu plus générale pour dire que l'évaluation des politiques publiques revient à créer un sens, à attribuer des valeurs, à définir des critères indispensables pour juger les conséquences de nos actions. Et chaque évaluation que nous menons est une occasion de mettre en lumière les défis et les lacunes à surmonter en évaluant, en mesurant l'impact de chacune des politiques publiques sur le présent et éventuellement sur l'avenir. Nous contribuons à ce qui est la mission même de la Cour, rétablir l'ordre par la lumière. C'est un vieil et bel adage maison. Mais vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais bien pour entendre Madame Duflot et les échanges autour d'elle. Donc j'en termine ayant déjà trop parlé. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence débat. Je tiens encore une fois à vous remercier très chaleureusement et beaucoup de reconnaissance de votre présence. Je ne pourrai pas malheureusement assister à toute la conférence, même si je m'assois un peu, car en effet, revenant de 10 jours à New York pour la mission que la Cour remplit auprès des Nations Unies, qui d'ailleurs nous conduit aussi à auditer l'UNDP, le PNUD. J'ai une pile de papier comme ça en retard sur mon bureau, donc je resterai au maximum. Mais si je me lève, ce n'est pas par désintérêt ou par grossièreté, mais simplement par obligation. Merci à toutes et tous. Bonne conférence. Je ne suis pas avancée trop tôt. Monsieur le Premier Président,
chers amis, chers collègues. Je pensais commencer par ouvrir ce moment par une présentation pour un peu mettre mettre des éléments de base, disons, entre nous. Il est possible que vous soyez au courant de tout cela, mais dans ce cas-là, vous m'excuserez, mais au moins, il y aura des exemples que peut-être vous ne connaissez pas tous. Donc, je voudrais parler d'expérimentation, ce que je fais, et de mesures d'impact. Quoi, pour comment, pourquoi. Ah, c'est censé bouger, ça? Je ne suis pas sûre. Non. Oh, je peux parler sans transparent, mais... Ah, c'est là, d'accord. C'est vous qui l'avez fait? Ah bah, allez-y, ouais. Alors, peut-être juste en rebondissant sur ce qu'a dit Monsieur le Premier Président sur toutes les fonctions, toutes les fonctions d'évaluation, ce que évaluation veut dire. Une grosse partie du travail d'évaluation n'a pas grand-chose à voir avec l'évaluation des impacts. Elle est l'évaluation de comment les choses se sont produites. Et en particulier, à mon sens en tout cas, ce qui ressort vraiment du cœur de métier de cette maison ici, c'est ces évaluations, d'abord l'audit financier des finances publiques, et puis au-delà de ça, si on doit aller au-delà de ça, des conditions d'exécution du programme. Est-ce que le programme a été exécuté comme il était prévu? Si une finance publique a été utilisée en principe pour acheter des manuels scolaires, est-ce que les manuels scolaires ont été achetés? Est-ce qu'ils sont arrivés dans les écoles? Est-ce qu'ils ont sorti des placards? Est-ce qu'ils ont été utilisés? Donc, toute cette notion, en fait, d'évaluation de processus, d'évaluation, et puis, bien sûr, les audits financiers qui sont avec, ce sont des fonctions absolument essentielles de l'évaluation. Il ne faut pas les oublier parce qu'on ne va pas en parler. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que mon travail est surtout sur l'évaluation d'impact, mais ils sont irremplaçables. En lien avec ça, en parallèle avec ces évaluations donc, de processus, il y a aussi, disons, l'évaluation qualitative, c'est-à-dire la manière dont le processus est ressenti par toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus en question, que ce soit les bénéficiaires potentiels, les acteurs. Donc pour revenir aux questions des manuels scolaires, on pourrait se demander, on devrait se demander, qu'en pensent les enseignants, qu'en pensent les enfants, etc. Donc tout cet aspect d'accompagnement peut-être un peu plus qualitatif, un peu plus impressionniste, mais également extrêmement important. Alors, donc ça, c'est je pense que c'est vraiment le B à bas de l'évaluation, l'essentiel, la base, tout part de là, puisque si une politique n'a pas eu lieu comme il était prévu qu'elle ait eu lieu, la question de l'impact ne pose même pas. Ensuite, il y a toute la notion dans l'évaluation d'impact. On passe très rapidement, quand on parle d'évaluation non plus de processus d'audit, etc., et qu'on parle d'évaluation d'impact, on parle très rapidement de la notion d'expérimentation. Et là, je voudrais clarifier un petit peu, d'ambiguïté dans le terme expérimentation. En particulier, dans le terme, on emploie le terme expérimentation aujourd'hui dans le monde politique français, est un peu flou, puisqu'on parle, par exemple, d'expérimentation de l'uniforme à l'école, en disant certaines municipalités font une expérimentation de l'uniforme à l'école, ou on parle de l'expérimentation de la conditionnalité du RSA, par exemple, dans différents départements. Et là, on parle d'expérimentation, pas dans le terme où moi j'utiliserais le terme expérimentation. En expérimentation des uniformes à l'école, il s'agit vraiment de certaines municipalités qui se portent volontaires pour essayer. Donc, c'est vrai qu'elles expérimentent, mais pas dans le sens où elles conduisent une expérience scientifique dont on peut vraiment apprendre quelque chose. C'est vraiment essayer comment ça se passe. De la même façon, peut-être, donc c'est vraiment manifeste, par exemple, pour les uniformes à l'école, mais de la même façon pour la conditionnalité du RSA, parce que la manière dont ça s'est fait, ça a été de proposer au département de choisir dans un menu de possibilités large, je crois que c'était 19 possibilités de modalités, lesquelles les intéressaient pour essayer. Chaque département faisant les choses volontairement et comme il l'entendait, rendant toute comparaison absolument impossible. Donc, à nouveau, on ne parle pas d'expérimentation dans le sens où j'utiliserais expérimentation, dans le sens où on peut en apprendre quelque chose
d'intuitif, disons, sur comment s'est passée l'expérience, mais pas vraiment en tirer de conclusions sur lesquelles d'autres municipalités, dans le cas des uniformes, ou d'autres départements pourraient s'appuyer. Donc, quand on parle d'évaluation, on peut penser à des évaluations ex ante, qui sont l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire si on s'attend à ce qu'une certaine politique ou une certaine intervention ait certains bénéfices. Pourquoi on s'attend à ça? Peut-être parce que ça a été évalué dans d'autres endroits. Donc, on a déjà une base de données, potentiellement, qui nous dit, voilà, ce sont les bénéfices qu'on s'attend avec cette nouvelle politique. Et en face, il y a des coûts qui peuvent être humains, qui peuvent être financiers, et on peut comparer l'un avec l'autre, ça nous donne une évaluation ex ante. Il y a aussi l'évaluation impact, ex post, qui est l'évaluation d'impact, c'est-à-dire est-ce que ex post, la politique a eu les effets attendus? À nouveau, cette évaluation ex post des impacts n'a aucun sens si l'évaluation de processus n'a pas eu lieu, parce que si la politique n'a pas eu lieu, forcément, elle n'aura pas les effets attendus. Donc là, je vais parler aujourd'hui plus en profondeur de la question des impacts. À nouveau, pas parce que je pense que c'est le plus important, mais c'est parce que c'est ce que je fais moi, et donc sur lequel j'ai plus de choses à dire. On peut passer au prochain slide. Donc, quelle est la difficulté? Les évaluations de processus, l'évaluation d'audit, vous le savez mieux que moi, c'est pas si facile, mais au moins, on sait ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on essaye de décrire l'état des choses tel qu'il a eu lieu. Dans les évaluations d'impact, on se pose une question qui est par nature contrefactuelle, c'est-à-dire on essaye de comparer ce qui est arrivé dans un état du monde avec ce qui serait passé dans un autre état du monde. L'usage du conditionnel nous montre déjà la difficulté auquel on fait face, c'est-à-dire on ne peut pas observer la même personne à la fois bénéficiaire d'un programme et pas bénéficiaire d'un programme. Par exemple, si le RSA est maintenant conditionnel à un certain nombre d'activités, d'heures d'activité, soit quelqu'un est soumis à ce régime, soit il n'est pas soumis à ce régime, ou elle. On peut pas, pour la même personne, c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Même si au cours du temps, les gens changent, donc c'est pas possible d'observer la même personne dans le même état avec les deux en même temps. D'où la difficulté de cette question de l'évaluation d'impact, parce qu'il nous manque toujours la moitié des données. Alors, comment en faire? Donc déjà, on peut se résigner au fait que pour une personne donnée, on ne saura jamais l'impact de la politique sur cette personne donnée. Mais on peut espérer avoir les faits sur un groupe de gens, et en particulier pour nous donner des directions sur l'effet qu'on aura sur d'autres groupes. Par exemple, si on venait à généraliser une mesure. Et pour ça, assez naturellement, on peut se dire, ben voilà, on va essayer de comparer des gens qui ont reçu le programme avec d'autres qui ne l'auraient pas reçu. Transparent. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut faire ça? Ben souvent, on ne peut pas vraiment faire ça. On va en parler un peu plus, mais souvent, les personnes qui sont soumises à une politique ou une intervention ou bénéficiaires d'une politique ou d'une intervention ne sont pas comparables d'autres qui ne l'ont pas reçue. Je vais donner quelques exemples dans quelques minutes, mais il y a un cas où on peut s'assurer de la comparabilité. C'est celle qui a formé la base de la médecine moderne au XXe siècle et encore au XXIe siècle. C'est l'idée de l'expérimentation aléatoire, où si on veut essayer un nouveau vaccin, l'effet d'un nouveau vaccin contre le Covid, par exemple, on prend, c'est un exemple réel, donc c'était un échantillon de 50 000 personnes. Parmi ces 50 000 personnes, la moitié au hasard ont reçu le vaccin Pfizer, c'est l'exemple de Pfizer. L'autre moitié ont reçu un placebo. Et puis après, ils ont suivi en fait les gens qui sont tombés, ils ont suivi si les gens tombaient malades, très sérieusement malades. Il y a beaucoup de questions dans la conduite de cette évaluation. Pourquoi un vaccin? C'était un vaccin avec 2 rappels, mais en fait, ils auraient pu essayer de faire juste un. Donc, ils ont fait l'expérience, en quelque sorte, le protocole expérimental le plus simple possible et se sont concentrés sur cette question de est-ce que les gens deviennent très malades? On aurait pu se poser d'autres questions, comme est-ce qu'ils deviennent malades, etc. Mais ça, c'est, disons, conceptuellement, l'expérience la plus simple. Donc, dans une expérience aléatoire, on parle d'une population totale, on la divise en 2, aléatoirement, ou en 3, ou en 4, ou en 75. On peut faire des évaluations beaucoup plus complexes que traitement-contrôle.
On peut faire des évaluations où il n'y a pas de contrôle. Il y a juste différentes modalités de mise en place d'une politique pour voir laquelle est la plus efficace. Bon, disons, dans les évaluations modernes, on est de plus en plus là-dessus. Et puis ensuite, on compare le groupe de contrôle au groupe de traitement ou l'intervention A, intervention B. Et si les échantillons sont suffisamment larges, on peut se dire que si on voit une différence, c'est dû aux différences de conditions. Alors, dans la vie réelle, il y a des situations où on s'approche de ce modèle, même si on ne l'a pas eu en réalité. Et il y a des exemples qui ont été cités dans le discours de Monsieur le Premier Président, par exemple, la question la regression discontinuity design, c'est-à-dire où des gens sont juste à la marge. C'est une situation où des gens sont juste à la marge d'être dans un régime versus l'autre, et où on peut comparer une situation à une autre. Par exemple, pour des soins intensifs aux prématurés, un bébé qui est prématuré à moins de, je ne vais pas donner le nombre de semaines exact, mais disons un bébé qui est né à moins de 25 semaines, ne me citez pas sur ce chiffre, mais admettons 25 semaines de gestation, va avoir un traitement différent d'un bébé qui est né juste à 25 semaines. Il faut bien mettre le seuil quelque part. Il a été mis là de manière plus ou moins arbitraire. Et ensuite, on peut comparer des bébés qui sont nés vraiment juste à gauche ou à droite de ce seuil et voir du coup si les enfants qui reçoivent des soins intensifs s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui ont juste raté le seuil de soins intensifs. Donc ça, c'est une étude réelle qui nous permet de voir l'effet des soins intensifs sur les prématurés, au moins sur les moins malades, les moins prématurés des prématurés. Alors, il y a des exemples comme ça qui sont extrêmement efficaces. La difficulté de ce type d'exemple, qu'on appelle souvent des expériences naturelles, c'est que c'est un peu comme une personne ivre qui cherche ses clés sous la lumière du lampadaire, et quelqu'un lui demande pourquoi tu cherches tes clés sous la lumière du lampadaire. Il dit c'est parce que là, il y a de la lumière. Et on est un petit peu limité avec les expériences naturelles de situations où il y a le sort est intervenu soit parce qu'il y a un seuil, soit parce qu'il y a eu une loterie pour une raison ou pour une autre. Donc, quand on veut vraiment étudier quelque chose pour lequel il n'y a pas d'expérience aléatoire, on peut essayer de mettre en place des expériences aléatoires exprès. On peut aussi se dire, bon, c'est pas très facile à faire, donc on va pas faire ça toutes les 5 minutes. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire moins, prendre un raccourci, faire des choses plus rapides? Alors, ce qui est tentant, évidemment, c'est de comparer en l'absence d'expérience et en l'absence d'expérience naturelle les bénéficiaires et les non-bénéficiaires d'un programme. Et c'est fait de manière routinière. Est-ce qu'en général, on peut s'attendre à vraiment savoir l'effet du programme en comparant bénéficiaires et non-bénéficiaires? En fait, non, parce que ceux qui choisissent d'entrer dans un dispositif quand il y a un choix, ou ceux qui sont sélectionnés pour entrer dans le dispositif quand ils n'ont pas le choix, ne sont pas forcément comparables et en fait sont même très souvent fondamentalement différents. Je vais vous donner un exemple d'une étude auquel j'ai participé qui rend ça absolument clair. C'est une étude d'un programme de soutien à l'entrepreneuriat qui était... en fait, c'est 2 études de programme de soutien à l'entrepreneuriat. Un qui était porté par l'ADI, une association privée proche du mouvement des microcrédits, et l'autre qui était porté par une mission locale. Et si on compare simplement sur données brutes les performances des jeunes qui ont participé au programme ADI et ceux qui ont participé au programme mission locale, et ceux qui ne sont pas entrés dans les dispositifs, on a l'impression que le programme ADI est vraiment phénoménal, parce qu'il y a une grosse différence entre les participants et les non-participants. Alors que pour les missions locales, il y a une différence beaucoup plus faible entre les participants et les non-participants. Après, quand on regarde un peu plus en détail comment les jeunes sont sélectionnés dans chacun des programmes, l'ADI, en fait, fait une sélection très forte à l'entrée, va d'abord vraiment demander aux jeunes s'ils sont vraiment motivés sur leur projet, si le projet et en leur posant des questions un petit peu difficiles pour s'assurer que cette motivation est réelle, et du coup élimine un grand nombre de jeunes qui sont moins motivés ou moins compétents ou moins bons à expliquer leur projet. Tandis que le projet mission locale prend tout le monde.
Donc déjà, on a des groupes, donc le groupe entre ceux qui participent au programme ADI et ceux qui ne participent pas, pas du tout c'est pas du tout comparable, en fait, c'est des groupes pas du tout comparables. Et entre ceux qui participent au programme ADI et ceux qui participent au programme mission locale, à nouveau, on a des groupes qui ne sont pas du tout comparables. Alors là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on, parmi ceux qui ont été sélectionnés dans les deux programmes, on a pu randomiser qui entrait dans le dispositif, des dispositifs où il n'y a pas énormément de place de toute façon, donc il y a des listes d'attente. Donc la liste d'attente a été choisie au hasard parmi les personnes éligibles. Et là, quand on compare ceux qui ont été choisis au hasard parmi les personnes éligibles dans le programme ADI, on ne voit plus aucune différence. Alors, quand on compare ceux qui ont, parmi les éligibles, en fait, tous les éligibles sont plutôt énergiques et finissent par trouver quelque chose, qu'ils soient soutenus par le programme ou pas. Tandis que quand on compare le programme mission locale, on a des jeunes beaucoup plus en difficulté, mais là, on voit un effet très fort du programme entre ceux qui ont été sélectionnés et ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, il y a un effet de traitement du programme qui a l'air le plus faible quand on compare, quand on fait la comparaison, disons, naïve. Et ça, ça paraît, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et on n'a pas toujours l'intuition de le dire, surtout que les rapports sont souvent pas présentés de la manière la plus qui met le programme sur le jour le plus favorable possible. Est-ce que un autre raccourci qu'on trouve assez fréquemment, c'est de comparer les enfants, les gens avant, après. Alors, pourquoi ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très informatif nécessairement? C'est parce qu'il se passe beaucoup de choses au cours du temps. Par exemple, si on prend un programme de soutien scolaire, on voit que du début à la fin de l'année, il y a énormément de progrès. Mais il se trouve que du début à la fin de l'année, les enfants sont aussi 9 mois plus âgés et on apprend beaucoup de choses en 9 mois de la vie, qu'on ait du soutien scolaire ou pas. Donc, à nouveau, on ne peut pas vraiment comparer. C'est juste un exemple et vous pouvez en construire beaucoup d'autres. Prochain. Troisième possibilité qu'on pourrait faire, j'ai parlé des méthodes qualitatives qui, à nouveau, me paraissent très importantes comme complément à l'audit, complément à l'évaluation de processus et d'ailleurs complément aux évaluations d'impact pour comprendre pourquoi une politique a eu un impact ou pas, comme le disait Monsieur le Premier Président tout à l'heure. Mais est-ce qu'on pourrait juste n'utiliser que cela? Donc remplacer l'évaluation d'impact par des interviews en profondeur des gens impliqués dans le programme pour leur demander ce qui s'est passé. Alors, il y a deux problèmes. D'abord, c'est que c'est assez dur de mettre des chiffres sur ces expériences qualitatives. Donc, autant elles nous permettent de comprendre un phénomène que par ailleurs on a chiffré et que donc on peut comparer à combien ça nous coûte, ce qui est quand même important du point de vue de la Cour des comptes. Et d'autre part, ces évaluations qualitatives sont elles-mêmes potentiellement biaisées par le fait même du programme. Et là, je voulais vous donner un exemple d'une étude d'une série de gens, dont Coralie Chevalier, Yann Algan, Élise Huillery, Adrien Bouguin et Axel Charpentier, qui est sur le programme Énergie Jeune. Alors, le programme Énergie Jeune, c'est un programme inspiré par la psychologue américaine Carol Dweck sur la notion de grit, qui se traduit assez difficilement en français, mais ça veut dire résilience, capacité à surmonter les échecs, à persévérance, résilience. Donc cette intervention a eu lieu dans des collèges en difficulté, sur des échantillons assez larges, une évaluation aléatoire, sur une série d'interventions pour cultiver cette approche de résilience et de persévérance chez les collégiens. Et si on pose des questions qualitatives aux enfants qui ont participé ou pas participé à ce programme, les enfants qui ont participé à ce programme se jugent eux-mêmes beaucoup plus sévèrement et pas du tout persistants et un peu paresseux. Donc, si on en était resté là, si on était resté à interviewer les enfants, on aurait dit que ce programme ne marche pas du tout. Les enfants sont encore plus déprimés sur leurs propres capacités après avoir participé qu'avant. Mais ensuite, quand on prend les données sur les actions disciplinaires
contre les enfants, enfin des problèmes disciplinaires ou les notes, on voit en fait des effets significatifs et relativement importants, en particulier en comparant avec d'autres mesures qui coûtent beaucoup plus cher que quelques séances avec les élèves. Donc, qui montrent qu'en fait, les enfants, il y a quelque chose qui s'est passé chez eux, même si eux ne sont pas capables de l'identifier. Donc, on voit que alors c'est une tension qui est intéressante entre la perception que les enfants ont d'eux-mêmes, qui pose problème d'ailleurs potentiellement, qui pose question sur l'interprétation de ce programme, mais qui montre bien que l'évaluation qualitative n'aurait pas suffi, qu'elle est un bon complément. Donc voilà le comment et pourquoi, si on veut vraiment une évaluation d'impact, à mon avis, on n'a pas souvent la possibilité de faire l'économie d'une vraie évaluation aléatoire. Parfois, on peut, parce qu'on a une situation d'expérience naturelle. Dans ce cas-là, il faut absolument s'en saisir. Mais quand il n'y en a pas, si on veut vraiment savoir si une politique est efficace ou pas, il faut en passer par là. Alors, tout ça, ça coûte quand même beaucoup d'argent, enfin de moins en moins d'ailleurs, parce qu'on peut utiliser de plus en plus de données administratives qui existent déjà, qui sont déjà là, qui permettent de vraiment réduire les coûts, mais ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça demande des ressources, on n'a pas les résultats tout de suite. Donc, pourquoi on ferait une chose pareille? J'ai dévoué toute ma carrière à faire ça, donc j'ai eu le temps de développer la réponse, je ne me suis pas interrompue en route. Donc, je vais vous donner juste quelques réponses. La première est vraiment sur cette question de l'impact, où parfois c'est important de savoir l'impact d'une politique ou d'une modalité de fonctionnement d'une politique, parce que ça change les choses, ça change la prise de décision. Et mon exemple favori fait intervenir la Cour des comptes. C'est celui d'un programme de la délégation. C'est un peu daté puisque c'est ANPE contre délégation privée. Donc, c'est le programme qu'on appelle OPP-CVE. On peut passer au prochain slide. Alors, qu'est-ce que c'est que cette évaluation? Donc, il y a de nombreuses années, suffisamment nombreuses pour qu'on parle d'ANPE et pas encore de Pôle emploi et pas encore de France Travail, il y a un débat entre l'UNEDIC et l'ANPE, où l'UNEDIC, qui finance les prestations de l'ANPE, trouve que l'ANPE n'est pas très bonne à remettre les chômeurs au travail et que ce serait bien plus efficace si on pouvait confier ce travail à des opérateurs privés. Donc, c'est les OPP, opérateurs privés de placement, qui sont les opérateurs privés des agences, souvent des agences d'intérim, donc qui sont spécialisées pour placer les gens. La NPE ne pense que ce n'est pas du tout le cas, qu'ils sont très bien et qu'ils ont un programme qui s'appelle Cap vers l'emploi, qui est efficace. C'est juste que c'est difficile de placer les chômeurs, en particulier les chômeurs de longue durée. Tout ça donne des conditions pour réaliser une des premières, je pense même on pourrait dire la première, très grosse expérience randomisée en France par Luc Béagle, Bruno Crépon et Marc Burgan, qui compare donc OPP et CVE. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est pas une question c'est vraiment une question de modalité d'implémentation. Il y a aussi un groupe contrôle. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, il y a eu un logiciel qui a été mis en place sur les ordinateurs des conseillers, l'outil de constitution des cohortes. Donc, quand une personne arrive, elle est une personne qui a un chômeur ou une chômeuse de longue durée d'un certain âge, je crois que c'était des gens de 40 ans et plus qui étaient avec un chômage d'au moins 6 mois ou 1 an. Quand ils arrivent dans le bureau du conseiller, ils sont alloués soit à un groupe de contrôle, soit au groupe Cap vers l'emploi, où on leur propose le programme Cap vers l'emploi, soit au groupe opérateur privé de placement. Et l'objectif, c'est de les aider à retrouver un emploi en leur donnant des services supplémentaires. C'est très cher, parce que c'est beaucoup plus d'heures, etc. C'est plusieurs milliers d'euros par personne. Donc, ils lancent cette comparaison, cette expérience. Les gens sont alloués aux différentes formes, puis on regarde s'ils retrouvent de l'emploi. Et la conclusion, c'est que les deux programmes sont efficaces par rapport à rien faire. Les gens qui reçoivent plus de services retrouvent un emploi plus vite.
Mais le programme, le programme public est un peu plus efficace que le programme privé en moyenne. Cap vers l'emploi a des effets un peu plus importants que le programme privé en moyenne, et il coûte 2 fois plus cher. Plus de fois moins cher. 2 fois moins cher. Donc, en termes de rapport coût-bénéfice, Cap vers l'emploi domine complètement. Quelle a été la conclusion de tout cet effort? Eh bien, le ministère, à ce moment-là, a décidé d'augmenter la délégation vers le privé. Donc, on peut se dire que c'est un peu dommage, mais à peu près 2 ans plus tard, un rapport de Cour des comptes se saisit de cette évaluation et épingle l'administration pour avoir dit pourquoi, diable, avoir étendu le programme, que cette évaluation nous montre bien à un rapport coût-bénéfice bien plus faible. Et du coup, rétropédalage, et on a beaucoup diminué l'utilisation de la délégation dans ces services. Voilà, un exemple qui m'est cher, même quand je ne parle pas devant la Cour des comptes, mais c'est quand même une bonne occasion. Un autre exemple tout à fait différent pour changer de contexte. Mon travail à moi est plutôt sur les pays les plus pauvres. Un large programme de garantie d'emploi en Inde. Donc, c'est des emplois, en principe, les personnes ont le droit de travailler 100 jours par an. S'ils n'ont pas de travail, leur communauté doivent leur fournir du travail localement payé au salaire minimum officiel, qui est souvent bien au-delà du salaire minimum effectivement pratiqué. Donc, pour faire ça, ce programme, il est financé au niveau national, puis après, du niveau national va aux États, puis après, les États doivent trouver un moyen d'envoyer des sous dans les communautés locales qui, effectivement, font les travaux et payent les gens. Et la question qui nous avait été posée, c'est quel est le meilleur moyen de faire bouger ces flux financiers. Le système de statu quo, c'est les villages font une demande, les demandes sont consolidées au niveau du bloc, puis le bloc fait une demande consolidée qu'il envoie au district, qui est consolidée au district, qui est envoyée à l'État, qui ensuite envoie des sous au district, puis au bloc, puis au village. Bon, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Donc, du coup, en fait, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passait. En réalité, tous les villages avaient une avance. Et puis, après coup, essayer de justifier plus ou moins combien ils avaient dépensé leur avance en étant avec un aval de leur bloc puis de leur district. Mais souvent, ce processus de réconciliation se faisait des mois plus tard ou peut-être jamais. Et donc, il y avait cette idée que beaucoup de temps était perdu. L'audit était extrêmement difficile. Il n'y avait jamais de réconciliation complète. Et en plus, tout ça faisait perdre, même malgré dans ce système, faisait perdre du temps aux collectivités qui n'étaient jamais sûres si elles auraient des sous ou pas. Donc, avec l'avènement des services e-government, il y a eu l'idée que voilà, on pouvait changer de processus et on pouvait demander à la place, au village, de directement s'adresser à la banque centrale. Enfin, elle s'appelle la Banque centrale, mais ce n'est pas la Banque centrale, ce n'est pas la Banque de France, mais c'est la banque de l'État, en disant, voilà, j'ai embauché Marie Lajusse, donnez-moi 150 roupies pour lui payer sa journée de travail. Et ça, les villages pouvaient le faire maintenant électroniquement, donc pouvaient le faire au fil de l'eau, ce qui permettait des transferts, des contrôles directs beaucoup plus rapides et éliminer complètement la couche bloc-district. Et donc, on a fait appel, la personne qui avait ça en tête, cette réforme en tête, a fait appel à nous parce qu'il voulait l'évaluer et dans son idée, ça allait améliorer l'efficacité, la fluidité du système. Donc, on a lancé une grande expérience randomisée, très, très grande, plusieurs millions de personnes, parce que la randomisation, forcément, se fait au niveau du district, donc c'est des gros endroits. On lancé le système soit statu quo, soit le nouveau système. Et le résultat, ça a été très, très rapidement, dès la mise en place du programme, une baisse de la dépense publique d'à peu près 20% sur le programme. Au départ, ce n'était pas clair si c'était une baisse parce que du coup, plus personne ne faisait rien parce qu'ils n'avaient pas compris le système, ou si c'est parce qu'il y avait les mêmes réalisations, mais ça coûtait moins cher parce qu'il y avait moins de corruption au fil de l'eau.
Au bout de quelques temps, on a pu comparer les flux financiers avec les réalisations. On a vu que les réalisations étaient les mêmes, le nombre d'employés était les mêmes, donc il n'y avait pas de perte de ce point de vue-là, même s'il y avait un peu de délai pour être payés, parce que du coup, les gens étaient payés seulement quand leurs factures avaient été envoyées. Mais donc les 20%, c'était vraiment une réduction de la corruption de 20%. On a pu voir d'ailleurs directement dans les poches des chefs de district et de bloc parce qu'ils sont obligés de faire des déclarations de patrimoine. Et on voit une baisse de 20% de leur patrimoine en même temps qu'on voit une baisse de 20%. Donc, c'était tout à fait parfait. Enfin, pas une baisse de 20%, mais une baisse qui quantitativement correspond. Donc, on a l'impression d'avoir compris ce qui se passait. Mais entre-temps, très rapidement, quelques mois après le début du programme, ces personnes dont les poches devenaient un peu plus vides, les chefs de district en particulier, avaient fait une levée de bouclier contre le programme en disant c'est une catastrophe, on ne dépense plus rien parce que les gens n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas, il faut absolument revenir en arrière. Et donc l'expérimentation avait été abandonnée au bout de 8 mois, alors que normalement elle aurait dû continuer un peu plus longtemps. Donc ça, c'était la réaction immédiate. Mais entre-temps, après, l'évaluation s'est terminée, le rapport a été écrit. Et du coup, la personne qui nous avait posé la question est partie à Delhi. Il a été, entre-temps, d'ailleurs, il s'est fait pousser. Tous ces gens qui luttaient contre lui ont réussi à le kick upstairs. Il s'est fait, disons, promouvoir dans la capitale. Mais de la capitale, il a utilisé le rapport d'évaluation pour montrer, regardez, c'était une réduction de 20% de la corruption. C'est pour ça que les gens s'y sont opposés. Et du coup, le programme qui avait commencé dans un État, il a réussi à le faire adopter comme loi dans toute l'Inde. Et ensuite, c'est d'ailleurs adopté à d'autres programmes aussi. Donc là aussi, il y a vraiment eu un effet direct, causal, d'avoir une évaluation robuste, en particulier quand les choses ne sont pas forcément les plus favorables. Alors du coup, quand réaliser les évaluations d'impact? Après du temps, le temps des effets. Hein. Dans le cas d'OPP CBE, c'est 1 an, c'est pas très long, mais dans d'autres cas, ça peut être beaucoup plus long parce que les effets peuvent être longs à se faire sentir. Elles nécessitent de la capacité humaine, du budget, et donc quand est-ce qu'on veut les réaliser? Il faut mettre un truc de plus. Alors, la réponse, c'est quand elles vont la changer, la décision, c'est-à-dire pas tout le temps. Donc, il faut que ce soit des programmes. Ça vaut le coup de se lancer là-dedans quand les programmes sont nouveaux, quand on n'a pas déjà 15 évaluations d'un programme similaire. C'est pas une évidence, mais c'est quand même souvent le cas parce que quand on voit que quelqu'un a fait une évaluation sur ce programme, on se dit « Ah, donc si je fais le programme, il faut aussi que je fasse une évaluation. » Alors qu'en fait, non, s'il y en a déjà qu'un, c'est bon. Quand les programmes ont vocation à se généraliser, ce n'est pas juste des expériences isolées que personne ne reprendra jamais. Quand ce sont des programmes qui coûtent cher, qui sont des changements importants. Par exemple, je voulais donner 2 exemples un peu contrastés et qui ont fait, disons, polémique. C'est la question des groupes de niveau, groupes de besoins, et la question du dédoublement des classes. Fabienne Rosenbach, qui est aujourd'hui à la Cour des comptes, était avant à la DEP, donc elle connaît bien la question du dédoublement des classes. Le dédoublement des classes de CP, c'est quelque chose qui coûte cher. Ça a été fait dans les zones REP+, c'est beaucoup de budget. Et ça a été fait avec une évaluation d'impact construite avec la politique. Pas une évaluation randomisée, mais justement parce que REP+, c'est vraiment on peut utiliser les seuils et puis on peut bien comparer avant, après, juste au-dessus du seuil, juste en dessous du seuil. On est dans ces circonstances où si on a les bonnes données, on peut utiliser, disons, la variation naturelle. Et c'est ce qu'ils ont fait, qui a permis d'évaluer l'impact du dédoublement des classes et de donner une réponse. Il y a des effets qui sont réels, pas extraordinairement importants, mais qui sont quand même là. C'est souvent le cas, hein, que les effets sont moins extraordinairement importants quand on les évalue que quand on les rêve, mais ils sont quand même là. Donc, c'est important et ils valent le coup financièrement. Versus la question groupe de niveau, groupe de besoin, qui a été lancée comme une idée sans prévoir une évaluation. On peut dire c'est pas grave parce qu'il y en a beaucoup en avance, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. On ne s'appuie pas sur une base de données qui existe déjà, une base de connaissances qui existe déjà, qui nous permettrait de dire avec certitude que c'est une bonne idée. Donc, un contraste entre les deux, où je pense qu'on apprend plus
de la situation, de ce qui s'est passé en REPRE+, qui a d'ailleurs permis de généraliser la politique, que ce qu'on apprendra des groupes de besoins, sauf si une évaluation peut être mise en place, ce qui est encore possible, évidemment. Quel rôle pour la Cour des comptes? Alors là, je m'avance un petit peu parce que je ne sais pas exactement quelles sont vos missions, mais je vais mettre quelques points quand même sur le tapis qui peuvent au moins provoquer une discussion. Bien, en réalité, je pense que le rôle de la Cour des comptes n'est pas nécessairement de réaliser des évaluations d'impact. Je vais revenir en arrière là-dessus. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais pas forcément pour tout, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'évaluation d'impact pour tout. Il y a beaucoup de choses où on a déjà des bases de données, on a déjà des idées quels impacts pourraient être. Il faut d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir si la politique a été effectivement évaluée comme prévu. Donc, pas toujours de réaliser des évaluations d'impact, mais je vais venir un petit peu des exemples où ce serait utile d'en faire, mais surtout de lire celles qui existent et de s'en servir et d'identifier les trous. Donc, en particulier, quand vous vous saisissez d'une politique publique pour en savoir l'efficacité, une bonne question à poser, c'est avant même d'avoir lancé cette politique, est-ce que cette politique s'appuyait sur des arguments? Il y avait des évaluations d'impact qui auraient été faites dans le passé, dans notre pays ou dans d'autres, pour nous dire que ce sont des bonnes idées. Est-ce que cette littérature citée était de qualité ou pas? Ou est-ce que, parce que ça vous dit dès le départ, ben voilà, c'était une politique, elle a été mise en œuvre comme prévu, mais on n'avait aucune idée si c'était une bonne idée ou pas, donc c'était un peu risqué, disons, pour les finances publiques. Versus, oui, voilà, c'était une politique qui imitait des choses qui ont été évaluées dans 15 pays avec 15 évaluations positives, donc c'était un usage très sûr de nos finances. Donc, est-ce que... et là, je pense qu'il faut avoir... la Cour des comptes peut être le gardien ou la gardienne, où vous pouvez être les gardiens d'être sérieux sur est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des données qui nous permettent de dire que c'est une bonne politique ou pas. Ça, c'est pour ce qui est, disons, de ex-ante, est-ce que c'était une bonne idée, qui peut être ensuite apparié avec est-ce que ça a été mis en place comme prévu. Et s'il y a une bonne base d'évidence qui nous dit que ex-ante c'était une bonne idée et que ça a été réalisé comme prévu, alors on est vraiment en terrain très ferme pour se dire que c'était une bonne politique. Deuxième chose, si vous voulez dire quelque chose ex post, je pense que la Cour des comptes devrait être très rigoureuse dans son jugement des évaluations des programmes parce que c'est très facile de dire, si quelqu'un veut montrer que son programme est efficace, il peut toujours le faire. Ça, il faut avoir ça en tête. Il y a toujours un groupe qui vous permettra d'être comparé à un autre groupe pour dire que, ou si nécessaire, des interviews, quelqu'un qui veut montrer que son programme est efficace est capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment à vous de dire, non, nous, on ne va pas accepter comme prouvant l'impact des études qui n'ont pas une certaine tenue. Ou si on n'en a pas, ben, on dit qu'il n'y en a pas. Alors, donc j'ai dit que pas forcément, le rôle de la Cour des comptes n'est pas forcément de se lancer dans ses propres évaluations d'impact, mais il y a quand même je voudrais quand même apporter un bémol à ça, mais peut-être repenser l'évaluation un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment parlé de l'évaluation liée à est-ce qu'on a bien utilisé les fonds publics, est-ce que l'efficacité du programme vis-à-vis des coûts qu'on a mis. Mais je pense qu'il est aussi utile de repenser un petit peu pourquoi on veut évaluer aussi, pas seulement pour cela, mais aussi à quoi ça peut nous servir d'évaluer. Et pour ça, il est bon de repenser un petit peu la politique économique et l'usage le mot que j'emploie pour la qualifier, c'est celle de la plomberie. Et l'évaluation dans ce rôle joue un rôle de co-découverte. Alors pourquoi la plomberie ? Souvent, la différence entre le succès et l'échec d'une intervention tient moins au concept qu'au détail de la mise en œuvre. Et
quand on se met en des détails sur la mise en œuvre, du coup, on n'a pas vraiment de guide, il n'y a pas vraiment d'intuition de pourquoi il faut mieux mettre les choses comme ça que comme ça. Donc, si on veut vraiment aller dans le détail de pourquoi un programme marche mieux que l'autre, il faut se pencher sur ces détails, ce qui demande d'adopter cette attitude de plombier, c'est-à-dire on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va marcher ou pas. On est obligé de regarder en détail, d'essayer. On met comme le plombier qui vient chez vous et dit « je pense que le problème est là ». J'essaye de le réparer, mais si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Donc, on ajuste si nécessaire. On n'arrête pas de moduler les choses un peu comme des plombiers. Pour donner un exemple, c'est la question de l'assignation des élèves dans les écoles ou dans les collèges. Un problème d'actualité pour la France. On est au milieu de Parcoursup. Il y a la question d'Affelnet, comment allouer les étudiants, les élèves de terminale à l'université, les élèves de collège, des élèves de collège dans des lycées, etc. Alors, c'est des programmes sur lesquels, conceptuellement, il y a eu énormément de travaux très poussés. Alroth a eu le prix Nobel pour répondre à ces questions. Quels sont les meilleurs moyens d'assignation? Ensuite, on travaillait avec des gouvernements, des villes, etc., sur ces sujets. Et il existe des tas de nombreux résultats théoriques sur les meilleurs arguments. Scoop, il faudrait demander aux gens de ranger leurs préférences, ce qu'on ne fait pas dans Parcoursup, mais bon, c'est une autre question. Donc, il y a des résultats théoriques sur les propriétés des algorithmes qui amènent les élèves à révéler ce qu'ils veulent vraiment et qui amènent à répondre à un maximum équité et efficience, etc. Mais une fois que ces problèmes, disons, théoriques ont été réglés, il reste de nombreux problèmes qui sont d'ordre beaucoup plus pratique. Par exemple, comment persuader, même si on a un processus où il ne faut pas être stratégique, il faut donner, c'est vrai, les résultats théoriques nous prouvent que la meilleure solution, c'est de donner ses vraies préférences. On a beaucoup de mal à en persuader les parents et les élèves qui essayent toujours de se dire non, si je mets Henri IV en premier, ça ne va pas marcher parce que du coup, si je n'ai pas Henri IV, je vais me trouver déplacé à la toute fin de la liste, etc. Donc, les gens ne font pas forcément confiance à ce qu'on leur dit, que ce n'est pas la peine d'être stratégique. Combien de choix on doit laisser aux élèves? Est-ce qu'on peut laisser un nombre de choix infini? À combien de choix ils peuvent penser raisonnablement? Donc, tout ça, c'est des questions qui sont essentielles à la construction de la plateforme, effectivement, et à l'expérience que les enfants et leurs parents auront vis-à-vis de la plateforme. Et elles font toute la différence, potentiellement, entre la réussite du système et son propre résultat. Donc, comment créer un système qui prenne ces problèmes en sérieux sans ignorer le bon sens? Tout ça, ça devient des problèmes extrêmement pratiques qui demandent, en fait, donc mes collègues qui sont au départ vraiment des théoriciens tout à fait profonds, ont passé beaucoup de temps à parler avec des parents, mettre en place, il n'y a pas de solution parfaite, donc on essaye quelque chose, et puis si ça ne marche pas trop, on essaye autre chose. Et en fait, c'est dans ces évaluations successives qu'on arrive progressivement à un système qui tient debout. Et puis après, on peut se demander, tiens, pourquoi il marche en fait ce système par rapport à avant? Là aussi, l'évaluation qualitative peut intervenir, puis la théorisation là-dessus. Par exemple, il y a un concept non seulement de propriétés d'algorithmes, de placement qui non seulement sont résistants à la stratégie, mais qui sont résistants à la stratégie de manière robuste, c'est-à-dire les gens comprennent qu'ils sont résistants à la stratégie. Ça devient et ça, c'était un problème théorique qui n'avait jamais été posé avant que le problème pratique soit intervenu. Donc, du coup, l'intérêt de ce type d'évaluation n'est en fait pas seulement nécessairement une meilleure évaluation de l'impact de la politique, A, B, etc., on a la réponse tout claire, mais c'est le processus lui-même d'évaluation, de participation à une évaluation, de réflexion sur pourquoi on fait ce programme, quels sont ses buts, comment les gens interfacent avec la politique, etc. Et en un sens, la plupart des évaluations que j'ai complétées dans ma vie, les résultats sont soit médiocres, soit moins enthousiasmants que je pensais, soit carrément négatifs.
je me console en me disant qu'un programme qui se révèle inefficace n'est pas un échec si on comprend pourquoi il n'a pas marché comme prévu et que donc on peut incorporer ces leçons dans le programme suivant. Et c'est là que je pense, c'est dans ce sens-là que c'est-à-dire sur un nombre de sujets limité mais qui vous tient particulièrement à cœur, il peut faire sens de participer à un processus d'évaluation, pas forcément tout seul, mais avec vos partenaires comme l'IPP, que je salue étant de PSE, excellent partenaire, ou le LIEP ou France Stratégie, ou les gens avec qui vous travaillez, mais d'accepter qu'il faut se donner le temps du processus d'évaluation et que dans ce processus d'évaluation, des leçons émergeront sur des questions vraiment sensibles qui vous tiennent particulièrement à cœur. Je donnais un exemple de cela qui peut être utile, et ce sera mon dernier exemple, puis après je vais conclure. C'est Luc Béagle et Bruno Crépon encore, et Thomas Leharbenchon sur un programme qui s'appelle CV Anonyme, qui est justement un échec, mais où on a appris beaucoup de choses de cet échec. C'était un programme qui avait été tenté en réponse au problème de discrimination sur le marché du travail. Et une possibilité a donc été de proposer aux employeurs d'évaluer les CV de manière anonyme, donc sans discrimination possible pour les candidats. Donc les entreprises se sont portées volontaires pour faire participer, pour faire partie du programme. Et ensuite, parmi les volontaires, les recruteurs sont alloués aléatoirement à voir ou non le nom du candidat. Et donc, l'idée, c'était qu'en voyant des noms qui, par exemple, n'étaient pas de consonance purement franco-française, il y aurait un recul et donc moins d'emplois de ces gens-là, comme on le voit aux États-Unis. Mais en l'occurrence, le résultat est inattendu et montre au contraire que les employeurs ont plus de chances de recruter des gens ont plus de gens de recruter des gens, par exemple, d'origine étrangère quand les CV ont des noms que quand les CV n'ont pas de nom. Donc, le CV anonyme a un effet pervers surprenant. La raison étant que parmi ces employeurs volontaires, qui sont des employeurs qui comprennent déjà qu'il y a un risque de discrimination, il y a en fait un effort conscient des employeurs de plutôt d'essayer de corriger les inégalités en se disant cette personne qui arrive avec un nom étranger et qui a réussi tout ça, c'est quelqu'un qui probablement est particulièrement de grande valeur, donc de lui donner un boost plutôt que de... Donc on voit bien pourquoi le programme a échoué dans ce cas-là, et sans l'avoir évalué, on n'aurait jamais pu le savoir. Et du coup, ça permet de repenser à comment... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination sur le marché du travail, mais ça veut dire que ce n'est pas la solution et on peut réfléchir à d'autres solutions. C'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, pour conclure, l'évaluation d'impact doit rentrer plus largement dans nos mœurs. Il ne s'agit pas de tout évaluer, de faire des évaluations de tout, d'impact de tout, parce que c'est une recette pour ne rien évaluer, parce que du coup, il faut faire les choses vite et pas forcément très bien, mais de saisir chaque opportunité, programme innovant, des grands enjeux de société, des grandes discussions, pour en apprendre un petit peu plus à chaque fois. Souvent, on n'a pas les réponses. Vraiment, j'ai une longue carrière pour m'en persuader que les intuitions ne marchent pas toujours comme on le pense. Donc, il est dangereux de penser qu'on sait quoi faire, que les réponses sont toujours évidentes. Il y a quand même de grosses sommes d'argent qui sont en jeu ou de gros chamboulements. Et donc, quand c'est le cas, autant évaluer pour éviter d'avoir une très faible efficacité de la dépense publique. Je tiens à signaler quand même, pour terminer, que l'évaluation d'impact ne se substituera jamais au débat. On n'arrive pas à une situation où on aura tout évalué et tout ce qu'on aura besoin de faire, c'est de choisir le mieux, les A+, les politiques A+, parce qu'il y a quand même tout le temps des choix qui ne sont pas du tout de mon ressort, qui sont des choix de société sur ce qu'on considère être important, des arbitrages, etc. Moi, je conçois l'évaluation d'impact vraiment pour aider les gens, ou les hommes ou les femmes politiques, à faire ce qu'ils veulent faire de toute façon, mais mieux. Et ce qu'ils veulent faire de toute façon, ce ne sera jamais un expert comme moi de le dire. Ce sera toujours le résultat du vote démocratique. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement stimulant et interrogeant, je veux dire, pour les magistrats financiers. Alors, comme c'est toujours compliqué de se lancer sur les premières questions, donc on a 3 premières questions balisées, puis après on pourra faire un jeu plus fluide. Adam, peut-être Merci Vincent. Maurice. Merci Esther Bluffaut pour cet exposé passionnant. En fait, on avait des questions en effet, mais vous avez largement répondu à certaines d'entre elles. Donc, il y en a une, en revanche, qui a été suscitée par un glissement dans votre discours, où vous disiez qu'en effet, les juridictions, comme beaucoup d'évaluateurs, ne peuvent pas faire d'expérimentation aléatoire, entendu, parce que la politique est déjà déployée. Donc, c'est un peu trop tard. Donc, ici, dans les juridictions, on investit dans les méthodes quantitatives et qualitatives. Et pour les méthodes quantitatives, ça va être les méthodes dites quasi-expérimentales, comme celle que citait le premier président. Pourtant, il y a eu un glissement où vous avez dit les juridictions ne peuvent pas faire d'expérimentation, donc peut-être qu'elles n'ont pas tellement à investir dans les évaluations d'impact. Est-ce que c'est un lapsus ou vous considérez que les seules évaluations d'impact dignes de ce nom sont les expérimentations aléatoires? Ce ne sont pas les seuls, mais comme je l'ai dit, les opportunités d'expérience naturelle, où on peut vraiment utiliser de manière convaincante des méthodes économétriques, sont relativement rares. Donc, si on peut n'intervenir que ex post, il faut se résoudre au fait qu'il y a un certain nombre de choses dont on ne pourra pas faire l'évaluation d'impact. Et là, à mon avis, il vaut vraiment mieux pas d'évaluation d'impact qu'une qui n'est pas bonne. Parce que ça fait que remuer embrouiller les choses, d'avoir une pas bonne évaluation d'impact. Alors, ça ne veut pas dire que la seule bonne évaluation d'impact est l'évaluation aléatoire. Mais soit on peut pas faire un travail économétrique convaincant. Souvent, on ne peut pas, parce que c'est trop tard. Et si on ne peut pas, il faut se dire qu'on ne peut pas. Mais par contre, il est fort probable que ce programme-là ait déjà été mis en œuvre par quelqu'un d'autre, où il y a déjà un pilote qui a été fait, qui a déjà été évalué, et du coup, on a déjà des résultats. En fait, il vaut mieux utiliser des résultats convaincants du même programme évalué dans d'autres circonstances que de se dire non, on va essayer de faire un truc ex post. Alors, et après, de combiner ça avec une évaluation de processus très détaillée en disant effectivement ça s'est produit à peu près dans les mêmes conditions, où ça aurait dû se produire, où ça s'est produit dans le passé, et donc on peut extrapoler des effets attendus aux effets qu'on observe en réalité. En tout cas, je pense que c'est clair, quand on conduit les évaluations et même dans les formations qu'on donne, on dit ne produisons pas de résultats fragiles, cherchons à croiser des méthodes pour avoir les résultats les plus probants. Donc, on cherche des faisceaux d'indices à défaut d'avoir un raisonnement par certain. Sur la certitude dans ce genre de sujet n'est jamais absolue. Mais j'ajouterais un peu de façon provocatrice, sur cette méthode-là qu'on présente volontiers comme la plus élégante statistiquement, en effet, pour conduire le raisonnement contrefactuel, quels seraient les fantasmes qui l'entourent et les critiques qu'on pourrait lui faire, mais sur le plan seulement intellectuel? Quelles sont ses limites dans sa portée à inférer des liens de causalité? Parler de l'évaluation aléatoire, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Moi, Comme vous l'avez beaucoup pratiqué, il y a peut-être des choses où vous dites on va peut-être un peu loin, peut-être on ne l'applique pas dans les conditions optimales, on devrait être vigilant à tel point ou tel autre point. Je pense que l'erreur qui est faite de temps en temps, c'est de se dire on va essayer de faire une évaluation aléatoire avec des échantillons qui sont beaucoup trop petits. Et c'est vrai qu'une évaluation aléatoire avec un tout petit échantillon, la caricature, ça pourrait être 2, en disant voilà, j'ai 2 départements, j'en choisis un au hasard, voilà, c'est mon évaluation aléatoire. Là, on rentre vraiment dans le fantasme, parce que les 2 départements, ils sont différents pour des tas de raisons, et c'est pas parce que vous en avez choisi un au hasard qu'il n'est pas différent de l'autre. Donc, c'est le plus gros danger, c'est de se dire ah, j'aimerais bien faire une évaluation aléatoire, mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de tirer au hasard, en tout cas dans trop de gens. Donc, je vais faire sur un tout petit échantillon. Ça pose problème, parce que c'est toujours en moyenne que les gens se ressemblent, pas sur des cas individuels. Donc ça, c'est un problème. Après, c'est pas de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre de la réalisation pratique.
il faut quand même bien faire les choses. Donc, par exemple, si les gens sont assignés à des groupes, mais qu'ensuite ils changent de groupe et qu'on n'a pas bien suivi qui était assigné à quel groupe originellement, on peut avoir des résultats qui sont complètement qu'on ne peut pas interpréter en fin de compte parce que ceux qui ont parce que tout le monde a bougé, on n'a pas suivi s'ils avaient bougé et du coup il y a plus de, on a perdu en fait l'aspect aléatoire originel. Donc il y a des, comme toute autre méthode empirique et de toute façon de vie, il faut faire les choses rigoureusement. Et il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables, comme par exemple que ce soit vraiment aléatoire. Et aléatoire, ça veut dire aléatoire, ça ne veut pas dire au petit bonheur la chance, si j'ose dire. Et ça veut dire que les échantillons doivent être suffisants. On doit suivre, on ne doit pas perdre les gens. C'est une grosse difficulté. En France, c'est un petit peu moins maintenant, mais une grosse difficulté où les gens sont très difficiles à suivre. Les bases de données existent, mais elles ne sont pas appariées, ou si elles sont appariées, on n'a pas le droit de les consulter. Et pour les bases de données de travail, c'était le cas jusqu'à très récemment, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. La DEP a fait un énorme travail pour ce qui est de l'éducation. Donc tout ça, c'est en cours, mais ça rendait très difficile le suivi. Et du coup, s'il y a des gens qui sont entrés dans un dispositif et qu'on les suit quelques mois ou un an plus tard et qu'on ne les trouve plus, si on n'en trouve que 20%, il n'y a plus du tout de rigueur dans la mise en œuvre de l'évaluation. Je pense que c'est les 3 gros écueils. Merci. Merci. Marie-Laure avait une question, sachant que Marie-Laure a une particularité, elle est en chambre régionale des comptes. Donc, à propos voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça marche. Oui. Donc, merci pour l'intervention, en effet passionnante. Comme l'avait dit le premier président tout à l'heure, donc les chambres régionales et territoriales des comptes sont compétentes désormais pour les évaluations de politique territoriale. Et donc, elles se lancent dans cet exercice, mais dans l'exercice en question, elles sont confrontées à la complexité des politiques publiques locales et de leur gouvernance. Donc, on se pose la question de qui est responsable, qui sont les acteurs en chef de file. Il y a un millefeuille administratif que vous connaissez, ça s'applique à beaucoup de politiques publiques. Vous connaissez bien celle de l'éducation, l'enseignement et l'éducation, donc où on retrouve l'État, la région, la commune, le département. Donc face à ça, comment est-ce que vous avez pu opérer? Est-ce que vous posez la question de savoir qui est responsable en fait de quel impact? Nous, on se la pose forcément parce qu'on a l'habitude de faire des recommandations à la fin de nos évaluations, donc on veut savoir à qui s'adressent ces recommandations. Mais vous, comment est-ce que vous appréhendez un petit peu cet enchevêtrement des responsabilités lorsque vous menez l'évaluation, la mesure d'impact, et éventuellement aussi lorsque vous vous souciez du fait qu'elle soit utilisée effectivement derrière et mise en œuvre? Nous, en fait, quand on travaille, enfin moi personnellement et de manière plus générale, tout le réseau GEPAL, les chercheurs affiliés, donc par exemple, il y a un réseau GEPAL Europe dans lequel il existe un laboratoire justement d'évaluation sur l'éducation qui s'appelle IDE. Et GEPAL Europe a été impliqué dans de nombreuses expérimentations en Europe et en France en particulier. Mais la manière dont ça se passe presque systématiquement, c'est qu'il y a un porteur de projet qui est très enthousiaste à l'idée d'évaluer son programme. Et du coup, c'est très clair pour lui ou elle qui est en charge, parce que c'est eux, c'est ceux qui le veulent. Et ces porteurs de projet, ça peut être des municipalités, ça peut être des administrations. J'ai parlé de la mission locale, par exemple. C'était eux, en l'occurrence, c'était leur programme dans tous ce millefeuille. Peut-être il était financé de plein de façons, mais eux, ils en étaient vraiment les porteurs. Et donc, à ce moment-là, il y a cet acteur-là, qui peut être public, privé, semi-public, qui vraiment est clairement en pilotage de l'intervention et qui va faire intervenir tous les gens qui doivent intervenir. Donc ça, c'est pour la mise en œuvre. Donc pour l'éducation, souvent, ça se passe, il y a une grosse implication du rectorat qui est derrière, et on travaille avec beaucoup de rectorats différents, qui est derrière quelque chose qui les motive particulièrement. Après, pour la généralisation, souvent il y a un passage par, disons, la leçon, qu'est-ce qu'on a appris, qui peut être mise en œuvre parfois directement par les administrations qui ont participé au projet,
se disent « Ah ben, ça marche pas, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Et du coup, la généralisation est un peu... en fait, il n'y a pas du tout, il n'y a pas un lien direct. Oh, voilà un programme, il a été évalué, il marche, donc on fait une note de service et tout. Ensuite, il est adopté. J'avais peut-être un rêve comme ça au début de ma carrière, mais c'est pas comme ça du tout que ça se passe en fait. Ça rentre dans une espèce, tous les résultats rentrent dans une espèce de culture que tout le monde, que les gens lisent, découvrent, retombent dessus au fur et à mesure de leur méandre dans leur carrière. Et c'est de cette manière souvent que certaines idées passent à l'échelle, plutôt qu'un processus très linéaire où on finit les évaluations, on trouve le bon acteur, ensuite on agit. C'est un peu aussi pour ça, pour participer à ce processus que je vous suggérais d'utiliser justement les résultats d'évaluation, là où vous pouvez avoir un rôle vraiment fondamental, c'est d'utiliser les résultats d'évaluation qui existent dans l'appréciation des politiques qui ont eu lieu. C'est ça aussi qui fait passer les politiques qui sont plus efficaces et atterrir les politiques qui marchent moins. Peut-être sur une question plus vaste. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur le débat public en France. Vous êtes situé beaucoup sur le champ, évidemment, de la science et de la raison, mais il y a un autre champ qui est celui des idées reçues et des préjugés. Et je voulais vous demander, dans les politiques publiques que vous avez étudiées, si certaines d'entre elles ou l'une d'entre elles concentre ces préjugés ou idées reçues, et pourquoi, à votre avis ? Et puis, deuxième question, vous nous avez invité à identifier les trous avec un discours de la méthode, un peu pour les juridictions financières, plus précisément sur les évaluations ex post. Est-ce qu'il y a des champs qui vous semblent un peu constituer des angles morts ou être moins investis que les autres et dans lesquels vous nous conseilleriez d'aller dans l'avenir? Merci. Alors, il y a un petit livre que ATD Carmonde a publié il y a plusieurs années, il y a au moins 5 ans, qui s'appelle « 100 idées reçues sur les pauvres et la pauvreté », qui est une réponse parfaite à votre question, à la première question. Elles sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, moi je travaille surtout sur des questions de pauvreté, que ce soit dans le monde ou en France. Donc, dans ce sujet-là, je peux vous en citer un certain nombre, mais il y en a une très, très forte qui est partagée à la fois par les citoyens et par les hommes et les femmes politiques. C'est l'idée que si on est trop généreux avec les personnes en difficulté, ça va les rendre paresseuses. Et ça, c'est vraiment une idée qui a une force à toute épreuve. Envers et contre beaucoup d'évaluations qui montrent que, par exemple, que ce soit dans il y a même des évaluations sur des vingtaines de pays, riches, pauvres, moyens revenus, qui montrent que quand les divers types de protection sociale, d'allocations sociales deviennent plus généreuses, les gens n'arrêtent pas de travailler, même quand les gens sont payés, il y a eu une expérience très connue qui s'appelle Negative Income Tax Experiment, où les gens reçoivent un revenu de base, mais ensuite il est taxé au fur et à mesure qu'ils travaillent. Donc en fait, il y a une taxe très forte à travailler, puisque les gens, on essaye de les amener à un revenu minimum, mais s'ils travaillent, on leur enlève un taux de 50%, 60%. Et ça a été évalué. Et on ne trouve même pas d'effet de substitution, c'est-à-dire les gens continuent à travailler, il n'y a pas les gens qui reçoivent ce programme continuent à travailler autant que les autres. Donc c'est vrai que c'est une idée qui est très profondément ancrée chez nous, chez beaucoup de gens. Quand on demande aux gens individuellement, on leur pose la question pour eux-mêmes. Si, par exemple, s'il y avait un revenu de base de 10 000 €, est-ce que vous arrêtez de travailler? Alors, si on pose la question pour eux-mêmes, les gens répondent non, pas du tout, moi je continuerai à travailler. Si on
un autre échantillon, c'est une expérience aléatoire que j'ai faite, on leur pose à la place la question, s'il y avait un revenu de base universel, est-ce que vous penseriez que les autres gens s'arrêteraient de travailler? Alors là, ils disent, ah oui, ils vont tous s'arrêter de travailler. Et donc ça, c'est vraiment une idée qui a une force incroyable. Et beaucoup d'influence, évidemment, puisque tous nos systèmes de protection sociale est basé sur cette, et appuyé sur ce socle-là. Je n'ai pas répondu à la deuxième question. Alors là, en quelque sorte, je pense que ça, c'est vraiment une excellente question, et c'est tellement une excellente question que ce serait un petit peu risqué pour moi d'y répondre, parce qu'en fait, il faudrait que je sache sur quel sujet vous travaillez pour pouvoir aider un petit peu à faire un tour d'horizon. Mais le premier président a parlé du climat. On a vraiment très peu de données sur comment persuader les gens de changer leur mode de comportement. Est-ce que, par exemple, un des programmes phares de la lutte contre le changement climatique dans cette administration, c'est les passoires thermiques, MaPrimeRénov', etc. Et en fait, très peu de données qui nous montrent si c'est une bonne politique ou pas. C'est-à-dire quel est l'effet de payer les gens pour isoler leur maison sur les économies d'énergie. Ça paraît vraiment extrêmement intuitif comme idée, mais il y a très peu d'évaluations. Les évaluations qui existent, qui viennent d'autres pays, sont plutôt pas très concluantes. Donc, il y a un trou qui serait... Et c'est un exemple de trou qui est par ailleurs qui serait très utile pour le monde entier d'avoir la réponse à cette question, pas juste pour la France. Un autre gros trou, évidemment, il y a toute cette question de comment les bénéficiaires du RSA, des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à revenir? Quel est l'effet de politiques incitatrices, pénalisatrices, d'assistance, etc. On a aussi en fait très peu de données probantes qui nous disent d'aller dans une direction plutôt que l'autre. Donc ça aussi, mais ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement aimerait a bien compris que ce serait qu'on manque de données. Il y a un effort là-dessus qui est lancé de toute façon. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle. On a prévu... Merci beaucoup. Marie Micromarche, donc Nicolas Fourier, je suis magistrat à la 6e chambre, la chambre sociale. Alors, j'avais une question, je vais en poser une autre, en fait. Liée à votre présentation. Disons, dans les points que vous avez soulevés, vous soulevez un certain nombre de questions où lesquelles il y a des dimensions idéologiques qui sont extrêmement importantes, comme le sujet du RSA, ou même le sujet des résultats scolaires des jeunes selon les types de dispositifs. Et lorsque vous avez présenté un certain nombre d'évaluations, vous avez aussi soulevé le point que les conditions concrètes dans lesquelles les programmes sont réalisés, des détails, peuvent conduire à des résultats d'évaluation très différents. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un écart entre des sujets pour lesquels on va dire que les citoyens sont en attente de réponses assez claires par rapport souvent à des préjugés idéologiques qu'ils peuvent avoir, et des résultats qui, enfin, vous avez beaucoup insisté par rapport à cela, sont un peu contingents ou décevants ou pouvant dépendre des conditions dans lesquelles les programmes ont été mis en œuvre? C'est possible, mais c'est la vraie vie. Hein. La réalité, c'est que, quelles que soient les idéologies, les programmes ensuite sont mis en place d'une manière spécifique. Et dans la vraie vie, la manière spécifique dont laquelle les programmes sont mis en place compte pour leur efficacité plus qu'on ne le reconnaît ou plus qu'on ne l'aimerait. La manière dont dans ma carrière à moi, je négocie l'idéologie, c'est d'essayer de ne pas me frotter directement au programme, à l'évaluation de programmes pour lequel l'idéologie est profonde.
parce que ça rend quand même très difficile justement de réaliser l'évaluation dans de bonnes conditions. Si trop de gens arrivent avec trop d'idées préconçues sur ce qu'ils veulent voir. Tandis que là où les évaluations sont les plus utiles, souvent, c'est quand on essaye justement, même si c'est dans un cadre idéologique poussé, différentes modalités de mise en place d'un programme spécifique. Pour donner un exemple fictionnel, mais qui pourrait fonctionner, au lieu de dire on va évaluer les groupes de niveau versus la situation actuelle, il serait probablement plus productif de se dire bon, les groupes de niveau, c'est acté, de toute façon, quelque chose va se produire sous cette forme. Est-ce qu'on peut comparer différentes mises en œuvre où, par exemple, les groupes changent très, très régulièrement versus les enfants sont affectés à un groupe et on peut changer que tous les 6 mois ou jamais, ou le nombre d'heures qui sont impliquées, enfin qui permettent d'apprendre quand même comment mettre en œuvre. Et là, en fait, il y a un accord sur le principe. Bon, vous avez déjà décidé ça. L'objectif, c'est quand même que les enfants apprennent le mieux possible. Dans ce cadre-là, quel est le meilleur moyen d'arriver où on veut aller? Ou peut-être, c'est là où ces expériences que j'appelle expériences de plomberie, c'est là où les idéologies sont plus à plat, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir a priori est-ce qu'il vaut mieux cette mise en œuvre-là que celle-là. Et parfois, d'ailleurs, à contrario, ce n'est pas un bon exemple pour illustrer ça, mais à contrario, on peut revenir sur le programme lui-même. Par exemple, dans le programme que j'ai mentionné sur la garantie minimum d'emploi dans les villages indiens, il y a une autre expérience qui a été réalisée, qui était une autre expérience de type, mon expérience de flux financier, vous pouvez y penser comme une expérience de plomberie. C'est-à-dire, je n'ai jamais remis en cause l'idée du programme lui-même, qui était vraiment avec une idéologie forte du gouvernement du Congrès à l'époque, que c'était une bonne chose à faire. Mais c'est bon, le programme est en place, comment on fait pour qu'il fonctionne? Et il y a une autre expérience de plomberie qui a été mise en place en même temps, où les gens, ce qui est un autre problème, c'est que certaines personnes étaient employées comme des fantômes. C'est-à-dire, on dit, je prétends avoir employé Marie Lajusse, mais en fait, Marie Lajusse n'a jamais travaillé sur mon programme et après, je garde son salaire. Et ça peut être évité en lui donnant une carte identifiée où, quand elle travaille, il faut qu'elle monte sa carte à une machine et du coup, elle est payée immédiatement sur son compte à elle. Donc, ce programme-là a été évalué par une autre équipe et là, ça a eu un effet très important sur les gens recevaient beaucoup plus d'argent directement. Là, pour le coup, ils ne payaient pas moins. Notre programme a fait baisser les dépenses. Celui-là, à dépenses réelles, a fait que plus d'argent est arrivé chez les gens. Et du coup, ils ont beaucoup plus participé au programme. Le programme est devenu plus important. Et du coup, on peut regarder, dans ces endroits où le programme marche mieux, est-ce qu'il y a des effets sur le marché du travail, sur la consommation, sur la pauvreté, etc. Et du coup, donc, ça nous dit, en fait, si le programme lui-même, juste d'augmenter l'efficacité de la réalisation, nous permet aussi, l'air de rien, de nous dire si le programme est le mieux efficace dans ses objectifs principaux. En l'occurrence, c'était le cas d'ailleurs, qu'on trouve tout un tas d'effets en aval d'avoir un programme d'emploi minimum qui marche mieux. Il y a beaucoup de gens qui regardent en visio, donc on a aussi des questions qui viennent de l'extérieur, du chat. Peut-être d'abord une question et après. Il faut juste passer le micro. Merci. Oui, 2 questions qui viennent du chat, enfin 2 questions en une. Donc quelqu'un vous demande, on parle beaucoup des outils pour faire les évaluations, mais quels conseils donneriez-vous pour constituer une équipe d'évaluateurs, d'après votre expérience? Et une autre question sur les citoyens sont-ils automatiquement associés aux évaluations d'impact? Alors, comment faire constituer une équipe d'évaluateurs? Voilà, le premier président, on a cité toute une liste là, de grande qualité qui sont externes.
Ça peut être pour une institution comme la Cour des comptes, donc dont l'évaluation d'impact n'est pas forcément le cœur de métier. Travailler avec ses partenaires, ça peut être une très bonne solution. Et une d'autant meilleure solution qu'il y a des gens en interne qui ont un intérêt et une connaissance minimale de comment ça marche, mais enfin, c'est pas non plus la physique nucléaire, hein, l'évaluation d'impact, c'est pas si compliqué que ça. Donc, quelqu'un qui est intéressé avec le type de formation que vous avez tous peut tout à fait se mettre dans la capacité d'être de très bons consommateurs des évaluations d'impact, de séparer le bon grain de livret facilement et de travailler avec des équipes qui prennent en charge la logistique au jour le jour et la mise en œuvre, travailler ensemble, hein, quels sont les impacts qu'on attend, quel type d'instruments, comment obtenir les données, comment les analyser. Je pense que c'est le meilleur moyen pour une institution comme la vôtre. J'ai oublié la deuxième question. Les citoyens. Ah oui. Oui. Bah, d'abord, les citoyens font en général partie, sont les bénéficiaires ou les personnes qui sont directement concernées par les politiques. Dans mon travail, moi, je travaille beaucoup dans des régions plutôt rurales. On ne fait jamais un projet sans avoir d'abord passé beaucoup de temps à parler avec les gens, essayer de comprendre le type de questions qu'il faut qu'on se pose en les posant aux citoyens, aux citoyennes qui sont concernés. Et après, dans l'évaluation elle-même, il y a aussi une possibilité de... Enfin, il y a tout le pan qualitatif qui l'accompagne, qui, à nouveau, met en jeu directement les citoyens, les citoyennes qui sont concernés. Après, justement, alors je recite ATD une fois de plus, eux, ils ont développé toute une méthodologie d'évaluation participative qui, pour l'instant, c'est tout nouveau, quoi. Ils ne l'ont pas vraiment mis en œuvre, mais nous, ce qu'on aimerait beaucoup faire avec JPAL, par exemple, c'est de travailler avec eux parce qu'ils ont vraiment une culture de mettre en œuvre, depuis le début, la participation des personnes affectées, ou comme ils travaillent sur la pauvreté, en situation de pauvreté. Et ce protocole est vraiment pour que ce soit fait de manière, disons, suffisamment standardisée pour qu'on puisse en juger de la qualité. Donc, pour l'instant, ça, c'est tout nouveau, tout beau, mais je pense que c'est extrêmement prometteur. Merci. On va prendre 3 dernières questions. Et si vous pouviez y avoir une femme qui posait une question, ce serait pas mal, hein, parce qu'on a quand même le phénomène hyper classique. Je vous ai frustré tout à l'heure, mais vous avez déjà en partie évoqué un sujet qui est évoqué, qui est l'évaluation participative. J'avais une autre question qui était, partant du monde de la médecine sur les expériences aléatoires, on a fait des grands progrès, on a pris compte l'éthique sur les processus d'évaluation en matière de médecine. Je n'ai pas le sentiment que cette question de l'éthique en matière d'évaluation de médecine sociale soit développée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Parce que en médecine, bien sûr, il y a le primum non nocere qui a conduit à dire oui, non, on ne peut pas, au nom de l'expérimentation, faire tout ce que l'on voudrait. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il ne faudrait pas des choses de même type dans certaines expérimentations aléatoires? Si, mais ce n'est pas la peine d'utiliser le conditionnel. Depuis toujours, en fait, hein, toutes les évaluations qui ont des sujets humains sont sujets aux mêmes critères éthiques, que ce soit les évaluations biomédicales ou les évaluations sociales. Donc, il y a c'est très encadré, en fait, internationalement et nationalement. Il y a des conseils d'éthique qui sont les mêmes, hein, qui sont souvent les mêmes dans chaque université. Tous les conseils d'éthique adhèrent à une charte qui est internationalement,
est la même, qui est appliquée internationalement de la même manière et qui est, donc, par exemple, pour tous nos projets, tous les projets auxquels n'importe quelle personne associée au réseau GIPAL, donc on a à peu près un millier de chercheurs dans le monde, doit être revu par un de ces conseils, d'éthique. Et il y a des projets il doit suivre les mêmes principes qui sont de justice, bénéficence et autonomie. Donc les gens doivent être d'accord pour participer. Le fardeau de la recherche ne doit pas peser plus sur certaines personnes que sur d'autres. Et à la fois les individus doivent, les risques doivent être contrôlés pour chaque individu et mis en regard des effets potentiels attendus de faire cette recherche. Donc les principes sont les mêmes et la mise en œuvre est la même. Vous m'entendez? Ouais. Donc Stéphanie Fontaine, journaliste. C'est peut-être une idée reçue, mais moi j'ai plutôt l'impression en France qu'on n'évalue pas tellement les politiques publiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous confirmez par rapport à votre travail que vous faites aussi à l'international? Et j'ai juste une autre petite question. Vous avez parlé du dédoublement des classes, pardon. Vous avez dit que potentiellement c'était plutôt positif, mais avec des effets pas forcément foufou. Et tout en disant aussi, en précisant que c'était une politique qui coûtait cher. Est-ce qu'on doit déduire de cela qu'à partir du moment où c'est positif, peu importe le coût? Ah non, pas du tout. On compare les effets avec le coût potentiel. Les effets du dédoublement des classes, ils sont positifs. Ils sont à peu près 1/6 d'un écart type en maths et 1/10 d'un écart type en français. Ce qui est, c'est pas de tout, on transforme dans le sens. C'est positif. D'abord, c'est statistiquement significatif, donc c'est des vrais effets positifs. Deuxième chose, en comparant avec toutes les autres choses qu'on peut faire, c'est plutôt dans la norme de ce qu'on a tendance à trouver comme effet pour des expériences éducatives. C'est juste dur de faire bouger l'effet, de faire bouger les connaissances. Donc, c'est des effets qui sont parfaitement honnêtes, je dirais. C'est pas les plus grands que j'ai vus. C'est des effets qui sont raisonnable, peut-être ce que j'aurais attendu, disons. Non, on les rapporte justement au coût, c'est-à-dire non seulement, en fait, justement sur l'éducation, c'est un concept qui est relativement fréquent puisqu'on peut les progrès des élèves peuvent être mis sur des échelles communes, ce qui permet de dire par euro dépensé, est-ce que on gagne, est-ce que c'est la meilleure chose à faire comparé à faire autre chose. Ce qu'il y a, c'est que c'est très, très difficile de faire des progrès en lecture ou en mathématiques. Donc, est-ce que tout coût est justifié? Non. Mais là, il est suffisamment justifié parce que c'est quand même une des seules choses qui fait bouger dans ces publics très difficiles les résultats en français et en mathématiques. Donc, effectivement, les résultats sont moindres que ce qu'on aurait pu rêver, mais en même temps, à nouveau, c'est la vraie vie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est par exemple de comparer. On peut comparer, ça tire un peu les choses parce que ce n'est pas les mêmes publics, ce n'est pas les mêmes élèves. Mais je vous ai parlé aussi de l'expérience énergie jeune. Les effets de l'énergie jeune sont à peu près similaires en termes d'écart type, c'est-à-dire pas énorme, mais quand même raisonnable. Mais le coût d'énergie jeune est beaucoup plus faible que celui de dédoubler les classes. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire énergie jeune et pas dédoubler les classes, mais au moins on a les données. Et ça, en quelque sorte, ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. C'est à la puissance publique qui a du coup l'information pour le faire en disant est-ce que je dépense mes sous à dédoubler les classes en CP ou est-ce qu'il y a mieux à faire? Là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux à faire pour ce public-là. Même si ça coûte cher, ça vaut quand même le coup. Il faut prendre les gains qu'on peut prendre. La question sur le nombre d'évaluations, c'est dur à dire. Il n'y a pas énormément d'évaluations de politique publique en France, mais il n'y en a pas énormément dans aucun pays, en fait. Donc, je ne pense pas qu'on soit plutôt pire que d'autres. Merci. Et la dernière question.
Moi, je ne sais pas si c'est une question de femme. Ouais. Moi, je comptais coincer Esther Duflo à la fin plutôt pour lui poser ma question parce qu'elle est à la fois très concrète et très vaste. Vous démarrez une évaluation de politique publique. En l'occurrence, là, je lance jeudi. J'ai beaucoup appris ce soir d'ailleurs, merci. Je lance jeudi un groupe international de 10 institutions supérieures de contrôle, donc équivalent Cour des comptes, qui vont des Philippines au Guatemala, en passant par le Brésil, l'Autriche, la France, etc. Sujet, guide d'évaluation des politiques publiques de lutte contre la corruption dans le monde, enfin dans chaque pays. Vous commencez par quoi? Je veux dire, non mais qu'est-ce que... Non, mais je suis contente que les gens rient, mais concrètement, comment vous rentrez? Quelle est la première... je ne parle pas du point de vue d'une Cour des comptes, mais des milieux académiques avec lesquels on va essayer de travailler. Comment on rentre là, dans un sujet aussi vaste, sachant qu'il y a quand même un avantage, c'est que les pays sont très différents. Les politiques publiques de lutte contre la corruption, elles sont toutes articulées autour de traités internationaux, donc elles ont quand même beaucoup de points communs. Une ancienneté entre 10 et 30 ans, donc relativement récente. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En fait, il y a une littérature qui est conséquente et pas, mais en même temps pas infinie. Donc, on peut commencer par voir ce qui a déjà été fait. Il y a, pour prêcher pour ma paroisse, sur le site de Poverty Action Lab, on a tout un secteur qui est governance, donc dans lequel il y a toute une série d'évaluations de politiques contre la corruption. C'est quelque chose que les économistes aiment beaucoup, d'étudier la corruption. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites. Qui permet, donc, la première chose que je ferais, moi, pour débroussailler le sujet, c'est que dans les politiques qui sont déjà mises en œuvre dans vos pays, je commencerai à regarder qu'est-ce qui a déjà été évalué pour qu'on puisse le mettre en regard. Et ensuite, ça permet justement d'évaluer les trous en disant, ah, voilà, sur la vingtaine de politiques qui existent, ou trentaine, je ne sais pas, sur vos différents pays, en particulier sur ceux qui se recoupent d'un pays à l'autre, ce qui permet d'identifier ceux qui sont vraiment, on aimerait vraiment bien savoir, parce que c'est très répandu. Par exemple, je vous donne un exemple des flux, des autorisations de flux. C'est peut-être une politique qui a été mise en œuvre ou autre chose. Déclaration, par exemple, déclaration de patrimoine, je pense qu'on trouve ça dans beaucoup de pays. Et après, vous commencez par voir qu'est-ce qui a déjà été évalué, qu'est-ce qu'on a trouvé. Ça fait déjà un premier débroussaillage. Ensuite, on se dit, bon, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a comme trou? Est-ce qu'il y a des trous, on les retrouve dans plusieurs pays, donc c'est vraiment quelque chose qui semble être très intéressant. Est-ce qu'il y a une évaluation, est-ce qu'il y a des expériences naturelles sur lesquelles on peut s'appuyer pour commencer? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on pourrait concevoir dans un des pays une évaluation aléatoire à démarrer? Et au final, quand vous aurez fait tout ça, sur tous vos progrès, vous aurez déjà une typologie de ce qui paraît déjà évalué, pas évaluable, potentiellement évaluable, et peut-être 2 ou 3 sur lesquels vous pourrez lancer un projet. On va devoir s'arrêter là, donc je suis désolé pour les frustrations que je génère nécessairement. Je voulais remercier une fois encore Esther Duflo pour sa présence, son intervention, ses guidelines dans nos travaux à venir. Et il y a un rafraîchissement qui est prévu à côté. On pourra continuer. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée.